Le sujet qui m'a été proposé aujourd'hui, parler de Balzac, c'est-à-dire parler du roi des romanciers de notre temps, comme disait Stendhal, est effrayant. Parler de Balzac, comme disait Nerval, cela fait du bien, mais bien parler de Balzac, c'est ce qui est difficile. Aussi, pendant le temps qui m'est imparti, prendrai-je soin de m'entourer, de m'appuyer sur les meilleurs guides possibles, selon moi. Pour donner une idée de Balzac, pour le lire et le faire lire, je me laisserai guider par de grands écrivains. Et ici, je n'hésite pas à scier la branche sur laquelle je suis assise moi-même, qui est celle du critique, et je le ferai sans hésitation. Car je suis intimement persuadée que seul un écrivain véritable peut donner une idée de ce qu'est un prodigieux créateur comme Balzac. Et cette salle le confirme. Je ne sais si l'excès de théorie a rendu la critique toujours plus indigeste au lecteur, mais toujours est-il que cet alourdissement a coïncidé avec un fait qui est celui-ci. Depuis à peu près une cinquantaine d'années, on a moins lu Balzac et de manière générale les grands auteurs. Incriminera-t-on le nouveau roman, l'apprentissage de la lecture, les programmes scolaires ? Sans doute, mais le fait est là. Yves Gagneux, qui nous fait la grâce de nous recevoir aujourd'hui, vous dirait que le musée Balzac, qui présentait ses collections à un public qui savait qui était Balzac et qui avait lu ses œuvres, a changé et que par conséquent, la mission du musée a changé. Alors nous sommes ici dans la maison de Balzac. La maison de Balzac, c'est-à-dire l'appartement qu'il a occupé relativement brièvement pendant 7 années, mais pendant cette année très importante pendant laquelle il a conçu la comédie humaine, il a réécrit toute une partie des romans qu'il avait déjà rédigés auparavant et il a commencé à compléter cette œuvre immense, la comédie humaine, qui est ce projet gigantesque consistant à proposer une classification des espèces sociales. Cette demeure, c'est la dernière de celles qui subsistent. Mais ce que nous présentons, ce n'est pas le lieu où a vécu l'écrivain. Nous avons utilisé cet endroit pour donner envie de lire l'écrivain. Ce qui nous a semblé important, c'est qu'aujourd'hui, ça n'est plus de nous adresser à un public spécialisé connaissant parfaitement la vie et l'œuvre du grand homme, mais c'est plutôt nous adresser à des gens qui viennent ici, curieux, en se disant « mais au fond, ce Balzac, qui est-il » Et notre rôle, à nous, c'est de donner envie de lire. Il faut vraiment donner envie de lire, et c'est facile avec Balzac, parce que Balzac, c'est un écrivain qui n'est pas, contrairement à une idée reçue, un écrivain du 19e siècle. Balzac est un écrivain universel. Il a écrit ce qu'il a écrit, ça valait hier, ça vaut aujourd'hui, et ça vaudra encore demain. Il y a beaucoup plus de lecteurs de Balzac à l'étranger qu'en France, et notamment en Chine. Et pourquoi les Chinois lisent Balzac ? Bien évidemment, pas du tout parce que Balzac parle de la société française de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle. Non, les Chinois lisent Balzac parce qu'en lisant Balzac, ils comprennent le monde dans lequel ils vivent, ils comprennent la Chine d'aujourd'hui. Eh bien, c'est ça que nous souhaitons présenter à nos visiteurs. Nous souhaitons leur dire, lisez Balzac parce que Balzac va vous permettre de comprendre ce que vous vivez, de comprendre le monde. Balzac, c'est de la nourriture pour chacun et c'est comme ça qu'il faut le lire. Oui, dans la lignée de ce que vient de dire Yves, on pourrait commencer par rappeler ce qu'évoquait le nom et l'œuvre de Balzac jusqu'aux années, disons, 1950-1980, jusqu'à la fin de la Nouvelle Vague, des ondes de la Nouvelle Vague. Thierry Bodin, qui a été plus de 30 ans le président de la Société des Amis de Balzac, me disait il y a peu qu'il n'y avait pas un seul film de François Truffaut où Balzac n'apparaissait pas d'une manière ou d'une autre. On se souvient du petit Antoine Doinel dans Les 400 coups, qui élève un hôtel à Balzac et connaît plusieurs passages de la recherche de l'absolu par cœur. On se souvient du début de Pierrot le Fou, le chef-d'œuvre du cinéma de la Nouvelle Vague, 1965 quand même, donc il y a longtemps. Et de la réaction du héros, Ferdinand, dit Pierrot. Il entend qu'un certain numéro de téléphone est le 225 70 01. 225, dit Ferdinand, joué par Belmondo. Tu ne peux pas dire Balzac, tu connais pas Balzac. Et César Birotteau. Et les 3 coups de la 5e symphonie qui frappaient dans sa pauvre tête. Et à la fin, avant de se suicider, le même Ferdinand essaiera d'appeler sa femme, Mademoiselle. Je voudrais Paris, Balzac, 7502. Et à la demoiselle du téléphone.
comment, vous aussi, vous avez oublié qui est Balzac. Il y a aussi Alexandra Strug qui voulait faire un film de l'histoire des 13, Rivette qui a mis en scène le chef-d'œuvre inconnu, La Duchesse de Langeais et d'autres. C'est l'époque où Balzac est partout. On est comme pénétré de son œuvre, on le publie abondamment. Et quand je dis qu'on le publie, il ne s'agit pas, comme c'est le cas maintenant, actuellement, d'un roman par-ci par-là, non pas de solides, de considérables éditions, non seulement de la comédie humaine, ce ne serait rien, mais des œuvres complètes, c'est-à-dire la comédie humaine, les contes drôlatiques, les œuvres de jeunesse, les articles de journaux, le théâtre, ce qui représente plusieurs éditions d'une bonne trentaine de volumes, de gros volumes. On édite donc Balzac en grand. Il semble qu'un public infini de lecteurs parviennent à absorber des lecteurs non spécialistes, des lecteurs cultivés comme ceux de cette chaîne, parviennent à absorber, sans désemparer, non seulement plusieurs éditions de la comédie humaine, c'est-à-dire la comédie humaine c'est plus de 90 romans, mais encore plusieurs éditions de ces œuvres complètes dont je viens de parler. Une masse considérable. C'est une masse dont on a pris conscience très tôt, puisque dès sa propre époque, on a reproché à Balzac sa fécondité, ce à quoi George Sand a répondu de la manière suivante. On a défini Balzac durant sa vie comme le plus fécond des romanciers. Depuis sa mort, on l'a appelé le premier des romanciers. Et pourtant, ce n'est pas là un assez grand éloge pour une puissance comme la sienne. Oui, c'est une œuvre considérable et il fallait une bien grande puissance pour l'écrire et à une cadence pareille. Donc je me limite à la seule comédie humaine, plus de 90 romans en à peine 20 ans, ce qui fait une moyenne de 4 à 5 romans par an, et quel roman! En conséquence, avec un rythme de travail que Balzac nous décrit, dont voici le lieu, son cabinet, et qui est celui-ci. Travailler, nous dit Balzac, c'est me lever tous les soirs à minuit, écrire jusqu'à 8 heures, déjeuner en un quart d'heure, travailler jusqu'à 5 heures, dîner, me coucher et recommencer le lendemain. C'est donc une vie de galérien, enfermé nuit et jour dans ce cabinet qui est à côté, et c'est une vie qui a hanté Henry James. Le grand romancier américain demandait « Mais comment a-t-il fait pour vivre, en soulignant vivre ?» Pour répondre aussitôt, il n'a pas vécu. Et c'est tout à fait vrai, car c'est au prix de sa vie même que Balzac a créé, si on se limite à la seule comédie humaine, un univers de près de 2500 personnages. Ce qui arrachera à Anatole France cette exclamation « Je suis confondu de la puissance créatrice de Balzac, et je suis presque tenté de crier à l'impie, je demeure stupide et j'admire. » Balzac, on le sait, prétendait faire concurrence à l'état civil. Il affirme qu'il s'apprête à nous montrer la société moulée, pour ainsi dire, sur le vif, avec tout son bien et tout son mal. Il nous dit encore, la société allait être l'historien, je ne devais être que le secrétaire. Balzac serait-il donc exagérément modeste en nous assurant que son œuvre, moulée sur le vif, est un simple décalque du réel? Évidemment pas. Comme le dit Oscar Wilde, Balzac n'était pas un simple reporter, l'observation lui offrait les faits de la vie, mais son génie transformait les faits en vérité et les vérités en vérité. Alors pourquoi cette vérité avec un grand V? Parce que, selon Henry James, qui va ici plus loin que Wilde, Balzac ne s'inspire pas de la vie. Il n'en aurait d'ailleurs pas eu le temps. Non, il ne s'en inspire pas, il la crée. Et il nous dit, son imagination, celle de Balzac, était toute son expérience. Il n'avait pas de temps incontestablement pour la chose réelle. Ce qui nous conduit à l'éclatante et cependant simple vérité, c'est toujours James qui parle, que son imagination, celle de Balzac, accomplissait à elle seule tout le travail, réalisait jusqu'au bout, et la conception et l'exécution. Il y a beaucoup de vrai dans cette affirmation. Balzac n'est évidemment pas un secrétaire écrivant sous l'indicté d'un quelconque réel. Swinburne, qui est ce grand poète anglais de la fin du XIXe siècle, disait qu'il n'était pas plus un réaliste que ne l'était
Holbein. Il a créé la vie, dit-il de Balzac, il ne l'a pas imitée. Balzac invente donc ce qu'il peint, et il peint ce qu'il a recréé par la pensée. Comme Proust le disait, nous ne connaissons vraiment que ce que nous sommes obligés de recréer par la pensée. Et c'est précisément ce que fait Balzac pour nous qui sommes ses lecteurs. C'est parce que c'est lui qui crée que le monde qu'il crée acquiert un caractère de vérité fantastique. Si Balzac, nous dit Baudelaire, a fait de ce genre roturier, le roman, une chose admirable, toujours curieuse et souvent sublime, c'est parce qu'il y a jeté tout son être. C'est parce que, continue-t-il, tous les êtres du monde extérieur s'offraient à l'œil de son esprit, celui de Balzac, avec un relief puissant et une grimace saisissante. Balzac nous communique sa vision. J'ai maintes fois été étonné, dit Baudelaire encore, que la grande gloire de Balzac fût de passer pour observateur. Il m'avait toujours semblé que son principal mérite était d'être visionnaire et visionnaire passionné. Alors, de cette vérité, qui est celle de la fantastique puissance de la création balzacienne, qui se communique au lecteur, je voudrais donner un exemple. C'est celui d'un jeune homme de 15 ans qui l'a éprouvé. Ce jeune homme de 15 ans, c'était Paul Bourget qui l'a raconté. Il l'a raconté ainsi. Voilà plus d'un quart de siècle, nous dit-il, que j'ai lu un roman de Balzac en entier pour la première fois. C'était Le Père Goriot. J'avais 15 ans. Donc il entre dans un cabinet de lecture de la rue Soufflot et voici ce qui lui arrive. Il était 1h quand je demandais bien par hasard le premier tome du Père Goriot. Il en était 7 quand je me retrouvais sur le trottoir de la rue Soufflot, ayant achevé l'ouvrage entier. L'hallucination de cette lecture avait été si forte que je trébuchais physiquement. L'intensité du rêve où m'avait plongé Balzac produisit en moi des effets analogues à ceux de l'alcool ou de l'opium. Je demeurai quelques minutes à réapprendre la réalité des choses autour de moi et ma propre réalité. Ce phénomène d'ivresse imaginative s'accompagnait d'une si complète impuissance à coordonner mes mouvements que je mis un quart d'heure à gagner le collège Sainte-Barbe. Il n'y avait pas 300 mètres à faire. Aucun livre ne m'avait procuré auparavant les ravissements d'une pareille exaltation, aucun ne me les a procurés depuis. Alors, des impressions de cette force dont parle Bourget, c'est à juste titre, car le réel créé par Balzac est un hyper-réel comme on n'en avait jamais vu ni lu avant lui. Alors, c'est un univers étrange, aussi bien qu'unique. Il émerge de la vision balzacienne, un monde qui nous plonge, nous lecteurs, dans un univers de réalité comme on n'en avait jamais vu. Alors comment cela se peut-il ? George Sand nous dit que selon elle, c'est parce que Balzac a trouvé dans son œuvre même la solution d'un problème inconnu avant lui et qui est la réalité complète dans la complète fiction. Rien de plus complet, dira-t-elle encore, n'est jamais sorti du cerveau d'un écrivain. Ce qui fera dire à Théodore de Banville, ami de Baudelaire, passionné de Balzac comme lui, que le but que doit se proposer de la littérature, c'est de parvenir non pas à la réalité de la vie, mais à la réalité de Balzac. Alors cela ne signifie pas que lire Balzac, entrer dans la réalité de Balzac, ainsi que Banville le conseille, serait de s'échapper dans un ailleurs purement fictif, détaché du réel. La comédie humaine n'est pas un univers parallèle, ce n'est pas un univers de pur divertissement, ça n'est pas une fiction qui enferme l'esprit, qui nous abstrait du réel et nous empêcherait de le percevoir. Ce n'est pas ce que Michel Butor, qui aimait tant Balzac, appelait la littérature poison et qui l'opposait naturellement à celle entièrement différente de Balzac. C'est là que je peux en arriver au fait que Balzac fait tout le contraire de ces littérateurs toxiques. Il ne nous conduit pas, donc, dans un univers de pure fantaisie. Ce qu'il nous montre, c'est que notre propre réel est fantastique. Balzac ôte le voile de laideur et d'insignifiance qui nous cache le réel. Il nous montre ce que nous voyons, ce qui est sous nos yeux, mais que nous sommes trop paresseux, trop bornés,
pour voir nous-mêmes. Lire Balzac, c'est être comme l'enfermé de la caverne de Platon, qui voit enfin la lumière du jour, une lumière dont il n'avait jamais perçu que le reflet. Ce qui est sous nos yeux s'avère, grâce à Balzac, fantastique, tout simplement parce que ce réel, enfin, nous le voyons vraiment. Et nous le voyons si bien et si nettement qu'il nous paraît fantastique à force d'être réel. Balzac ne nous dit pas « je vais vous montrer des rois, des empereurs, des magiciens, des enchanteurs ». Il nous montre ce qui est devant nous, c'est-à-dire des commerçants, des policiers, des étudiants, des employés, des retraités, des concierges, mais en nous démontrant au même moment, comme le dira Baudelaire, que même les portières ont du génie, les portières, mais aussi ces petits commerçants, ces modistes, ces blanchisseuses, mendiants, vieilles filles, écrivains, même ratés. Alors, comment fait-il ? C'est encore une fois Paul Bourget qui peut nous aider à répondre à cette question. Une fois adulte, l'ancien jeune homme de 15 ans analyse le choc qu'il a éprouvé en lisant le Père Goriot. Balzac, se dit-il, parvient à montrer le réel dans sa pleine lumière parce que, c'est toujours Paul Bourget qui pense et qui parle, il possède deux facultés contradictoires. En premier lieu, une magie d'évocation qui donne à ses moindres personnages le plus grand relief et la plus intense couleur de vie, et enfin, une acuité de dissection anatomique qui, derrière chacun des gestes, chacune des paroles de ces personnages, discerne et met à nu les causes de ces gestes et de ces paroles. Balzac nous montre, en effet, derrière les pauvres pantins humains que nous sommes, les grandes passions qui font mouvoir les dix pantins, mais que sans lui, nous ne verrions pas. Il nous fait toucher du doigt le sens de ce que nous voyons. Il nous fait voir, dit Théodore de Banville, l'avarice avec un grand A derrière Grandet ou Gobseck, la luxure avec un grand L derrière le baron Hulot, la haine derrière la cousine Bette, l'avidité derrière Fraisier ou Madame Cibot. Alors cela n'est-il pas tout simple ? Oui, nous dit Hofmannsthal, car ces personnages ne sont que des passions implacables et masquées, éternelles en elles-mêmes, actuelles et modernes, par le costume qui les déguise. Il a pris, c'est Hofmannsthal maintenant, pour ses héros, même propos, l'avidité, la luxure, la haine, l'amour de l'or, l'ambition, et il prête à ses démons toujours jeunes les oripeaux, les modes et le langage de l'époque où il a vécu. C'est ce qui fera dire à Strindberg, le grand dramaturge suédois, qu'il a appris, lui Strindberg, à voir ce qu'il voyait en lisant Balzac. Alors, il dit, en observant les hommes à travers le binocle de Balzac, j'ai appris aussi à regarder la vie avec les deux yeux, alors qu'avant, je ne m'étais servi que d'un monocle et d'un seul œil. Swinburne le dit à son tour, lire Balzac, c'est presque manger le fruit de la connaissance et voir les hommes avec les sens et les yeux des dieux. Et puis Alain, comme on le sait très souvent, disait « J'ai plus appris dans Balzac que dans tous les livres de philosophie ». Ce qui fait, et là j'en arrive à Proust, que l'un des meilleurs lecteurs de Balzac est le baron de Charlus dans La recherche du temps perdu. Au lourd et pédant Brichot, qui enseigne en Sorbonne et qui ne voit dans Illusions perdues qu'une sorte de roman feuilleton, le baron répond agacé. Vous dites cela parce que vous ne connaissez pas la vie. Si Brichot connaissait la vie, et en effet il n'en a pas l'idée, et ce n'est pas pour rien que Proust en a fait un quasi-aveugle. Il pourrait reconnaître, et le baron le lui dit, la vérité de Balzac, mais tel qu'il est, tel que Proust nous le montre, c'est-à-dire physiquement et mentalement aveuglé, cela lui est impossible. Et pourtant, la vie, c'est bien la vie même dans tous ses aspects que nous montre Balzac. Si, à l'inverse de Brichot, nous avons des yeux pour voir, et qu'il nous montre dans ce que Hofmannsthal a appelé la plus grande œuvre épique des temps modernes. Grâce à lui, nous avons sous la main
le catalogue complet de toutes les passions humaines, des plus misérables aux plus grandioses. C'est, dit Taine, le plus grand magasin de documents que nous ayons sur la nature humaine. C'est aussi, dit Hofmannsthal, une encyclopédie de tout ce qui est. Je ne sais, dit Hofmannsthal, si l'on a déjà essayé, mais cela peut se faire n'importe quand, dit-il, de composer une encyclopédie dont tout le contenu serait puisé dans Balzac. Elle renfermerait toutes les données matérielles et spirituelles de notre existence. Il n'y manquerait ni les recettes de cuisine, et il met entre parenthèses la vieille fille, la rabouilleuse, où il y a en effet d'excellentes recettes de cuisine, ni les théories chimiques, la recherche de l'absolu. Et il continue ainsi. Les articles à rassembler sous les rubriques mariage ou société constitueraient à eux seuls des livres entiers, et ces livres entiers, en effet, ont été écrits depuis. Il donne une représentation exhaustive du réel. Et cette représentation n'est en réalité le fruit que d'un seul livre, qui est la comédie humaine. Et c'est maintenant sur ce texte que je voudrais dire quelques mots, c'est-à-dire que la comédie humaine n'est pas un ensemble de romans, c'est un seul livre. Oui, alors c'est vraiment la salle idéale pour parler de la comédie humaine comme d'un univers unique et de ces romans comme d'un seul livre. Mais comment s'orienter dans l'univers démesuré, 92 romans selon qu'on compte, 90-92, cet univers démesuré, ce monde si complet, si représentatif du réel et, on l'a dit, le plus hallucinant de vérité qu'on ait jamais créé. Alors on pourrait hésiter, et on comprend que certains hésitent à aborder cette immensité. Immensité qui est une. Alors là, je m'explique. Comme l'a dit Hugo à propos de Balzac, tous ces livres ne forment qu'un seul livre. Même écho chez George Sand. Ce ne sont pas des romans comme on l'avait fait avant lui. C'est un tout. Chacun de ces livres, dit-elle, est en effet la page d'un grand livre. Et Hofmannsthal le disait aussi, on ne connaît pas ce grand écrivain si on ne connaît que des fragments de son œuvre. Balzac exige d'être lu en entier. Zola dira la même chose et Blaise Cendrars en 1949 ne dira pas autre chose. Il faut, dit-il, lire les œuvres de Balzac pêle-mêle comme il les a écrites, au jour le jour et dans la fièvre. C'était rejoindre ce que pensait Balzac lui-même. Qui ne lirait pas dans son entier cette longue histoire des mœurs, c'est Balzac qui parle, ces 1001 nuits de l'Occident, il nous en prévient, eh bien, qui ne lirait pas en entier cette longue histoire des mœurs ne pourrait juger ces parties d'œuvres, lesquelles sont destinées à s'adapter à un tout. Voilà donc notre lecteur, projeté au milieu d'une œuvre immense, un seul livre de plusieurs milliers de pages, non seulement qu'il ne maîtrise pas, mais qu'il ne connaît peut-être en aucune façon. Qu'il se souvienne en premier lieu, pour se donner un peu de cœur, de ce que disait Hofmannsthal en 1908. C'est la lecture la plus naturelle du monde. Et, selon cet écrivain, il n'est besoin d'aucun art particulier pour lire Balzac. Ce que nous dit en réalité Hofmannsthal, c'est qu'on n'a pas besoin de comprendre pour comprendre, on comprend, même quand on ne comprend pas. Notre lecteur, que je retrouve, a commencé par Eugénie Grandet, le père Goriot ou le colonel Chabert, peu importe. Le voici avançant au hasard dans cet univers grouillant de vie qui n'a ni commencement ni fin. Il croyait pouvoir lire des suites au prochain numéro, commencer par un numéro 1, 2 et continuer comme dans les hommes de bonne volonté, les Thibault ou autres. C'est une erreur. Le voici qui constate que, où qu'il soit dans l'univers de la comédie humaine, où qu'il aille, il est toujours au centre. Et même, il est devenu le centre, un centre dont il voit les rayons se propager comme des ondes concentriques à partir et autour de lui. C'est parce qu'il s'est produit ce que Proust a appelé le toucher de rayons. Voilà donc où en est notre lecteur, celui que nous encourageons.
Il peut en effet trouver de l'aide dans ce que lui conseille Proust. Car, après Balzac lui-même, c'est Proust qui nous donne la clé de l'unité de la création balzacienne. Il la nomme donc le toucher de rayon et en donne un exemple à partir d'Illusions perdues. À la fin de ce roman, Lucien de Rubempré est sur le point de se suicider en allant se noyer dans la Charente. On sait peut-être qu'il sera sauvé de bien étranges manières par un certain chanoine Herrera. Ce faux chanoine, c'est le forçat Vautrin, dont se souviennent les lecteurs du Père Goriot. La voiture qui ramène à Paris le chanoine et Lucien, son nouveau protégé, passe près du manoir de Rastignac. Et là se situe une scène qui a marqué Proust, car il y est revenu à plusieurs reprises. Il l'écrit à plusieurs reprises, en son nom propre dans Le Contre Sainte-Beuve et dans La Recherche. Donc voici ce qu'il dit. Le plus beau, sans conteste, dans Illusions perdues, écrit Proust, est le merveilleux passage où les deux voyageurs passent devant les ruines du château de Rastignac. J'appelle cela la tristesse d'Olympio de l'homosexualité. Ce qui est si beau, nous dit encore Proust, c'est l'effet de remémoration, de réverbération qui se produit à la fois dans l'esprit de Vautrin, qui se rappelle alors son penchant pour Rastignac, au temps de la pension Vauquer, et, au même moment, ce qui se passe dans celui du lecteur, qui relie ainsi deux moments de la comédie humaine. Et Proust nous dit « De tels effets ne sont guère possibles que grâce à cette admirable invention de Balzac d'avoir gardé les mêmes personnages dans tous ses romans. Ainsi, un rayon détaché du fond de l'œuvre, passant sur toute une vie, peut venir toucher de sa lueur mélancolique et trouble cette gentilhommière de Dordogne et cet arrêt des deux voyageurs. » Ce que nous dit Proust ici, c'est que par une opération mystérieuse, le lecteur qui a lui-même relié ces deux points à l'intérieur de la comédie humaine est devenu partie intégrante de celle-ci. Proust ou bien le baron de Charlus sont entrés dans la comédie humaine et ils y sont entrés comme créateurs puisqu'ils inventent dans leur esprit, à eux, ce que Balzac ne leur dit pas et qui est ce qui se passe entre les romans eux-mêmes. Et il en est de même pour nous, pour vous et moi. C'est notre esprit qui trace une trajectoire biographique dont Balzac ne nous a en réalité indiqué que quelques points saillants. Pour Rastignac, par exemple, ces points saillants se trouveront dans Le Père Goriot, L'Interdiction, Autre étude de femme, La Maison du Singen, Illusions perdues, et bien d'autres romans de Balzac. Mais c'est notre mémoire à nous qui relie ces points saillants qui vont du Père Goriot à L'Interdiction, Autre étude de femme ou La Maison du Singen, et ainsi de suite. Par conséquent, c'est nous-mêmes qui créons ce que Balzac ne nous dit pas, ce qu'il n'a pas besoin de nous dire, et qui se passe, qui se situe, comme le disait un grand critique, entre deux romans, dans un arrière-pays, dans une contrée mystérieuse que ni l'une ni l'autre des œuvres de Balzac ne nous ont données, mais que son œuvre entière fait naître. C'est là le secret de ce réel, de cet effet de réel, hyper réel, de cet univers infiniment entrecroisé, comme il est fort bien montré ici, où l'on se promène d'œuvre en œuvre parmi des personnages de la comédie humaine qui sont plus vivants pour nous que ne le seront jamais nos amis ou nos relations. Plus vivants, et ceci pour une raison que Baudelaire a très bien dite et qui est d'avoir été enfanté par le cerveau du grand Balzac. Que dit Baudelaire ? Tous ces personnages, ceux de Balzac naturellement, sont doués de l'ardeur vitale dont il était animé lui-même. Toutes ces fictions sont aussi profondément colorées que les rêves, et que l'on soit transporté au sommet de l'aristocratie ou dans les bas-fonds de la plèbe, toutes les âmes sont des âmes chargées de volonté jusqu'à la gueule. Ces personnages, nous dit Oscar Wilde, nous les voyons, ils dominent notre imagination, ils défient notre scepticisme.
Une fréquentation constante de Balzac, continue Wilde, transforme nos amis en ombres et nos relations en nombre d'ombres. Qui a lu La Comédie humaine, c'est toujours lui qui parle, se dit que les seuls êtres réels sont ceux qui n'ont jamais existé. Lucien de Rubempré, le père Goriot, Ursule Mirouet, Marguerite Claes, le baron Hulot, Madame Marneffe, le cousin Pons de Marsay, ils portent tous en eux-mêmes une sorte d'illusion de vie contagieuse. Ils possèdent une furieuse vitalité. Leur existence est fervente et enflammée. C'est effectivement, pense Wilde à juste titre, ce qu'on ne peut pas dire de tout un chacun. Aussi sa conclusion, toujours celle de Wilde, est-elle celle-ci. À qui importerait-il de sortir pour aller à une soirée, quand on peut rester chez soi avec Lucien de Rubempré? On a vu que le baron de Charlus partage cet avis. Il pense, comme Wilde, qu'il est infiniment plus intéressant d'être reçu dans le grand monde de Balzac que de recevoir des cartes d'invitation de toutes les duchesses possibles. Et là, j'en suis arrivée au point où je me demande si l'insatisfaction fondamentale du baron, son comportement hystérique, ne sont pas dus sans doute au masque qu'il impose un temps à son homosexualité, mais aussi, et c'est du moins ce qu'il me semble, au fait qu'il lui est impossible de rien changer au fait à ce qu'il est un personnage de la recherche et non de la comédie humaine. Il semble qu'il y ait une terrible déception pour lui d'être enfermé dans ce monde où le salon le plus exclusif, le plus désiré, se trouve être celui de sa belle-sœur, la duchesse de Guermantes. Or, les conversations y sont, dit le narrateur, si peu intéressantes que lui-même, qui a passionnément désiré pénétrer dans ce sein des saints, le plus exclusif qui soit, est péniblement déçu quand enfin il découvre ce qu'est cette crème de la crème. Était-ce vraiment, dit le narrateur dans la recherche, était-ce vraiment à cause de dîners tels que celui-ci que toutes ces personnes faisaient toilette et refusaient de laisser pénétrer des bourgeoises dans leur salon si fermé? Alors, assurément, ce n'est pas dans le monde de Balzac, chez Madame d'Espard ou chez la princesse de Cadignan, que le baron de Charlus aurait eu pareille déception. Et lorsqu'Albertine questionne M. de Charlus sur les secrets de la princesse de Cadignan, qui est une très belle nouvelle de Balzac, il répond « Oh, c'est une nouvelle exquise, dit le baron d'un ton rêveur. Je connais le petit jardin où Diane de Cadignan se promena avec Madame d'Espard. C'est celui d'une de mes cousines. » Le baron est presque parent de ces dames du meilleur monde balzacien, ces dames qui sont irréelles, mais qui sont plus réelles et plus désirables, non pas au sens amoureux du terme, mais que tout ce qui est Guermantes. Et c'est ce que Brichot, toujours cet universitaire sans imagination, ne peut comprendre. Le narrateur dit « Il ne soupçonnait pas qu'on puisse s'intéresser à un jardin, celui de la princesse de Cadignan, comme à une œuvre d'art, alors que c'est, comme dans Balzac, que M. de Charlus revoyait les petites allées de Madame de Cadignan. » Alors là, j'aime beaucoup le « comme dans Balzac ». Le baron ressemble ici à Oscar Wilde. Il sait combien peu il importe d'aller chez la duchesse de Guermantes et combien il serait préférable d'être auprès de Madame de Cadignan. Mais hélas pour lui, il demeure au bord de ce jardin enchanté, imaginaire et pourtant plus réel à ses yeux que le réel qui l'entoure. Il ne franchit pas le seuil de la page. Et tout ce qui lui échoit, ce sont les grandes dames de la recherche du temps perdu qui sont, comme le disait Proust lui-même, de vieilles pies et non pas des oiseaux de paradis. En fait, pour parler moderne, il n'y a pas de crossover possible pour le baron de Charlus, qui reste rivé à l'univers de la recherche, qu'il ne peut quitter pour celui de la comédie humaine. Mais ce monde de Balzac, la vie transfigurée par l'œuvre d'art qu'elle est devenue, pouvait dire encore quelque chose à Wilde, à Proust et aux personnages de la recherche qui ont l'intelligence la plus affinée de cet univers, qui sont Swann et le baron de Charlus, qui sont dits des hommes lettrés.
Ce monde pouvait leur paraître passionné et passionnant. Mais qu'en est-il pour nos contemporains? Et c'est là que j'en arrive à nos contemporains. Eh bien, ils peuvent être assurés que lire Balzac, c'est lire une œuvre qui est perpétuellement actuelle. Affirmation dont je donnerai 2 exemples. Donc Balzac traverse l'espace et le temps. Et Hofmannsthal l'avait dit, comme Yves tout à l'heure, Balzac est par essence universel. Mais alors comment fait-il pour l'être? D'après Hofmannsthal, c'est parce que la vérité extérieure de l'œuvre de Balzac est si grande qu'elle a su subsister en quelque sorte séparée de son objet et migrer comme une atmosphère affranchie de l'espace et du temps. Et c'est vrai, c'est une création qui est affranchie de l'espace. On a vu que l'œuvre de Balzac était comprise et admirée par des Anglais, j'ai parlé de Wilde et de Swinburne, des Américains comme James, des Autrichiens comme Hofmannsthal, des Suédois comme Strindberg, même présence en Italie et en Russie, puisque j'aurais dû citer Gogol et Dostoïevski, dont on a vu des citations dans la première pièce où nous étions, ou en Chine, comme l'a rappelé Yves, puisque des noms de personnages balsaciens sont devenus des noms communs, sont entrés dans la langue chinoise, à Taïwan, comme pourrait encore vous le dire Yves, ou au Japon, où se trouve à l'heure actuelle parmi les meilleurs spécialistes de Balzac. Voilà pour l'espace. Alors j'en arrive au temps. L'œuvre de Balzac, l'immortelle comédie humaine, c'est toujours Hofmannsthal qui parle, est une œuvre affranchie du temps. Le Paris, la ville de Paris, le Paris de Louis-Philippe, a sans doute disparu, mais la vérité intérieure de ce monde est aujourd'hui plus forte et plus vivante que jamais. En somme, plus le temps passe et plus Balzac est vrai, parce que ce réel a une qualité humaine de tous les temps, mais aussi parce que la comédie humaine s'est si fortement inscrite dans les esprits qu'elle a modelé le réel dans lequel nous vivons. On a souvent dit que la comédie humaine décrivait beaucoup plus le Second Empire que la Restauration ou la monarchie de Juillet, parce que, comme le dit Wilde, le XIXe siècle, tel que nous le connaissons, est en grande partie une invention de Balzac. Autrement dit, plus le temps passe et plus la vérité de Balzac grandit. Et c'est ce que George Sand affirmait en s'adressant aux lecteurs de l'avenir. Et elle disait « Nous disons à ces lecteurs de l'an 2000 ou de l'an 3000, nous qui avons l'honneur d'être appelés en témoignage devant l'œuvre de Balzac, nous disons donc, ceci est la vérité. » Alors un écho de cette vérité nous vient au XXe siècle, j'avance quand même dans le temps, de Raymond Radiguet, l'auteur du Diable au corps et du bal du comte d'Orgel, qui est, comme on sait, mort avant 20 ans en 1923. Voici ce qu'il dit à Blaise Cendrars, qui lui avait conseillé la lecture de Balzac. Donc il le dit pas si longtemps que ça avant de mourir. Blaise, vous aviez raison. Balzac est un grand homme, le plus grand de tous nos romanciers. Il est même unique. Je ne puis me détacher de lui. Je suis saisie au cœur par tout ce qu'il nous dit de la jeunesse. On dirait qu'il parle de nous, d'aujourd'hui. Nous lui devons tout. Alors c'est une opinion qui a été dite au cours du premier XXe siècle. Elle était encore celle de la nouvelle vague, je l'ai dit en commençant. Mais a-t-elle encore un sens au XXIe siècle? Balzac est-il toujours, pour reprendre l'expression de Baudelaire, le peintre de la vie moderne? La réponse est naturellement oui, comme on va le voir à partir de 2 exemples, théâtre, que je prendrai dans le théâtre, et le cinéma récent. Le théâtre. Il y a peu, 2 metteurs en scène, fort réputés, ont mis sur les planches Le Faiseur. Le Faiseur, c'est la grande pièce de Balzac et, par parenthèse, un véritable chef-d'œuvre. Le premier de ces metteurs en scène s'est sans doute imaginé que le texte de Balzac n'était pas tout à fait actuel. Aussi a-t-il entrepris de le rendre plus moderne en lui injectant un certain nombre d'expressions caractéristiques de notre époque la plus contemporaine. Donc il a modifié le texte et il y a ajouté quelques scènes un peu vives et ainsi de suite. Le résultat a été que le spectateur était perdu. C'est un spectateur d'ailleurs que j'ai constaté de mes yeux être
un public cultivé. Il ne savait plus trop s'il avait la modernité réelle de Balzac sous les yeux ou l'actualisation qu'on lui proposait. Il n'arrivait pas bien à les démêler ni à les coordonner. J'avais un voisin qui me demandait à chaque instant, mais est-ce que Balzac a réellement dit ceci ou réellement dit cela? Alors au même moment, un autre metteur en scène, l'excellent Robin Renucci, là je cite son nom parce que je n'ai que du bien à en dire, a également monté Le Faiseur au théâtre de Maison-Alfort. Alors le choix opéré était complètement différent. Robin Renucci a mis en scène la pièce sans ôter ni ajouter un seul mot, en laissant Balzac parler. Alors là, l'impression produite était vraiment prodigieuse, et sur un public qui, en toute hypothèse, n'avait jamais lu une ligne de Balzac et sans doute n'avait probablement pas lu grand-chose. Devant ce public grandement scolaire, beaucoup moins éduqué que le précédent, le génie de Balzac explosait à la lettre. La question ne se posait pas de savoir si ceci ou cela était réellement de Balzac, on l'entendait, ça l'était. Et dans le très vaste théâtre de Maison-Alfort, il y avait des classes entières qui étaient convulsées de rire et sont sorties de ce bain de Balzac, à l'évidence enchantées. Le texte, la modernité de Balzac, leur était parvenu directement. Alors au cinéma, il s'est passé la même chose avec Eugénie Grandet et Illusions perdues. Alors, quelques mots du film d'Eugénie Grandet. Qui voyait-on? Un beau décor, une reconstitution soigneuse, de bons et parfois d'excellents acteurs, comme Bruno Raffaelli, une ravissante Eugénie. Mais en revanche, un texte rogné, émondé, gommé. Les dialogues d'Eugénie Grandet, du roman d'Eugénie Grandet, qui sont particulièrement saisissants, ont été privés de leur énergie, adoucis, atténués. En contrepartie, à nouveau, si je puis dire, le metteur en scène avait ajouté des expressions plus actuelles et des scènes explicites. Bref, cela nous donnait une Eugénie en costume 1830, parlant comme une certaine femme politique de notre temps, homonyme du grand Jean-Jacques Rousseau. Et à propos de cette Eugénie que l'on a dit dépoussiérée, on pourrait dire comme Fraunhofer, le peintre du chef-d'œuvre inconnu, je cite Fraunhofer, ce personnage de Balzac, qui dit « Ta bonne femme n'est pas mal troussée, mais elle ne vit pas. » Le texte, et là c'est moi qui parle, le texte modernisé qu'elle prononce ne pourra que la dater, la rendre désuète en peu de temps. Pour parler comme Fraunhofer, dans cette Eugénie, il n'y avait pas la vie, mais seulement l'apparence de la vie. En fait, c'était un produit à obsolescence rapide. Ce qui fait que quand le film Illusions perdues de Xavier Giannoli est sorti sur les écrans il y a environ 2 ans, il y a eu comme une explosion, tout à coup, la prodigieuse vitalité de Balzac, modernité, c'est comme matérialisé devant les yeux de spectateurs dont beaucoup n'avaient pas lu de même une seule ligne de Balzac. Et d'ailleurs, ça se mesurait fort bien au nombre d'exemplaires de Balzac qui ont été vendus à ce moment-là. Alors j'ai un ami qui a coutume de dire que pour se diriger dans le monde de l'édition actuelle, il faut prendre pour guide Illusions perdues, car selon lui, rien n'a changé en ce domaine. Il semblerait que ce soit assez exact. Alain l'avait dit lui-même, « J'ai lu, dit Alain, que ces pages fameuses de Balzac, Illusions perdues, satire des journaux et du journalisme, étaient encore vraies aujourd'hui. » Donc remplacer le vrai Balzac par un Balzac mis au goût du jour, c'est le vouer à une obsolescence rapide qui est l'obsolescence de l'actualité même. Et il faut avoir en tête ici l'avertissement que donne Hofmannsthal, le très grand dramaturge, puisque c'est l'auteur du Chevalier à la Rose. Et que disait Hofmannsthal? Il dit « Le théâtre actuel a tout à fait perdu sa route. Il s'enfonce de plus en plus dans le néant. Il va périr s'il ne cherche le salut où il est, dans l'étude de Balzac et de la comédie humaine. Balzac seul a montré, continue-t-il, comment on peut appliquer à la vie contemporaine les procédés éternels de la poésie.
et créer des types modernes, généraux et absolus, en ne tenant pas compte de petites circonstances, par trop frivoles et transitoires. Et il dit encore, nos auteurs dramatiques empêtrent leur production dans l'argot, dans les 1000 petits cancans parisiens, dans des modes qui n'ont pas une durée de 5 minutes. C'est un peu ce que disait Amos Oz quand on lui demandait pourquoi il écrivait en hébreu classique et non pas en hébreu contemporain, et il répondait que cela daterait son texte et le rendrait désuet et illisible en fort peu de temps. On aura donc compris, c'était mon propos, que l'œuvre de Balzac est immortelle. Toutefois, cela n'a pas empêché l'homme Balzac de mourir un jour, le 18 août 1850. Il avait à peine 51 ans. Victor Hugo a raconté ses funérailles. Le service se fit à Saint-Philippe-du-Roule. Le ministre de l'Intérieur, Baroche, vint à l'enterrement. Il était assis à l'église près de moi, devant le catafalque. Il me dit, c'était un homme distingué. Je lui dis, c'était un génie. Le convoi traversa Paris et alla par les boulevards au Père-Lachaise. Et c'est là que Victor Hugo prononce le discours fameux où il dit de la comédie humaine vraiment ce qu'on a peut-être dit de plus beau et de plus juste. Tous ces livres, dit-il de la création balzacienne, tous ces livres ne forment qu'un livre, livre profond, livre vivant, lumineux, profond, où l'on voit aller et venir, et marcher, et se mouvoir avec je ne sais quoi d'effaré et de terrible, mêlé au réel, toute notre civilisation contemporaine. Livre merveilleux que le poète a intitulé Comédie et qu'il aurait pu intituler Histoire, qui prend toutes les formes et tous les styles, qui dépasse Tacite et qui va jusqu'à Suétone, qui traverse Beaumarchais et qui va jusqu'à Rabelais. Livre qui est l'observation et qui est l'imagination, qui prodigue le vrai, l'intime, le bourgeois, le trivial, le matériel, et qui par moments, à travers toutes les réalités brusquement et largement déchirées, laisse tout à coup entrevoir le plus sombre et le plus tragique idéal. Alors 8 ans après, Théophile Gautier écrit « 8 ans se sont écoulés depuis la mort de Balzac. La postérité a commencé pour lui, et chaque jour il semble plus grand. » Peu après, Taine, le grand critique Hippolyte Taine, consacre un essai à l'œuvre de Balzac. Et cet essai est si remarquable que George Sand l'en remercie avec émotion. Elle lui dit « J'ai reçu et vite lu votre beau livre, cher monsieur. Vous avez donné à Balzac sa vraie place, qui de son vivant ne lui a pas été attribuée. De grands esprits l'ont nié, et il en a souffert. Que de fois je lui ai dit « Soyez donc tranquille, vous resterez au fait. » Comme il serait heureux aujourd'hui de vous entendre, cette nuit, en vous lisant, j'avais l'hallucination de sa puissante et riante figure à côté de moi, dans cette chambre où il m'a lu 3 ou 4 de ses romans. Et j'étais tentée de lire votre livre tout haut pour lui. Donc George Sand rendait justice entière à Balzac. Elle le montre donc accoudé au balcon du ciel et assistant à sa propre apothéose. Mais Baudelaire, je pense, fait encore mieux en le faisant entrer, lui Balzac, dans sa propre comédie humaine, ce qui sera le mot de la fin. Donc ce que dit Baudelaire, c'est que Balzac est devenu un personnage de son propre monde. Et quel personnage? Les héros de l'Iliade, dit Baudelaire, ne vont qu'à votre cheville. Lui aussi s'adresse à Balzac. Les héros de l'Iliade ne vont qu'à votre cheville, ô Vautrin, ô Rastignac, ô Birotteau. Et vous, ô Honoré de Balzac, vous le plus héroïque, le plus singulier, le plus romantique et le plus poétique parmi tous les personnages que vous avez tirés de votre sein.